What is up, everybody? It is Alex from Heavy New York calling from Zoom, and this time we are here with SKÁLD. It is so great to be able to talk with you, and thank you, Claire, for translating today. Also appreciated. Cool. So the newest album is Hold the Folk. Was this just a brand new beginning, as your previous albums all pertained around Vikings with, Viking memories and Viking stories in a way? This is the first album title to not have Vikings in it. So is this representing a new beginning for SKÁLD in a way? Ce nouvel album, Hull de Folk, est-ce que c'est un nouveau départ pour Skald? Parce que les deux disques précédents traitaient beaucoup d'histoires, de mythologie, de vikings, et je note qu'ils sont absents de ce disque. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ? Alors, c'est pas un nouveau départ, c'est une continuation, une continuité plutôt. Le premier album traitait directement de la mythologie nordique, donc de la mythologie qui a pris fin à la fin de la période viking. C'est plutôt une mythologie qui existait avant la période viking. Ensuite, après la période viking, tout s'est christianisé. Ça, c'était vraiment de la mythologie nordique. Le second album parlait plutôt des civilisations précédentes qui ont été englouties, civilisations disparues, dont parlaient les anciens à leurs enfants sur la période viking. Et alors celui-ci, Old of Folk, le troisième, parle de période encore plus ancienne, à l'époque où ce qui est invisible pour nous, maintenant, était vraisemblablement visible pour ces anciens Norrois qui racontaient ça jusqu'à la période dite viking. So actually, it's not a new beginning at all. Sorry, for me, it's a continuity of what I've always done. The first album was directly concerned with Norse mythology, and this Norse mythology actually ended with the end of the Viking period. But this mythology existed well before the Viking period and ended when this population became Christianized. The second LP described mythology from previous civilizations which are now disappeared, mythologies that Viking elders probably told these stories to their children. And this third record is interested in even older mythology and also in uncovering what is invisible to us, but which was probably visible to Old Norse people. Do you think of these stories and these myths before you start the songwriting in a way, or do you prefer to have some music already present before you know what concepts are going to be addressed in a SKÁLD song? Alors, est-ce que vous savez de quel mythe ou de quelle histoire vous allez traiter avant d'enregistrer la musique, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez un peu une empreinte musicale et vous cherchez ensuite la mythologie qui ira avec ça? Alors, en toute honnêteté, le premier thème de ce troisième album n'était pas le Old of Folk. J'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus apocalyptique, encore plus sur des fins de civilisation. Sans doute que j'étais dans cet état d'esprit suite au confinement, aux contraintes sanitaires. Ça avait généré quelque chose d'un peu plus désespéré comme ça. Et au moment d'entrer en studio, j'avais plus envie d'enregistrer ça. Je cherchais quelque chose de plus positif, quelque chose de plus blanc. En termes de magie blanche. Et aussitôt, j'ai pensé au Hall de Folk, aussi parce que j'habite dans une région reculée de France, que mon studio ici est un studio souterrain dans une ancienne chapelle troglodyte du XIe siècle, et que j'avais envie vraiment de parler de la magie qu'on ne voit plus, des elfes, des trolls, des nymphes, etc. Ça s'est imposé. Donc je suis parti de ces textes et j'ai fait la musique autour. So I can tell you what happened with this album. Originally, the theme wasn't supposed to concern Folk at all. I was interested in something much more apocalyptic, something that would describe the end of a civilization. I think it's due to the fact that we just experienced lockdown and all the restrictions linked to that, and maybe I was interested in a theme that was quite desperate and negative. But it's interesting, when I got into the studio,
I wanted to change my path completely, and I wanted something much more uplifting, something whiter in the sense of white magic as opposed to black magic. And that's when I turned to Hulderfolk and the associated tests. I think it's also linked to the environment I was in because I live in a very remote part of France, and I actually have a home studio that I've built in a place which is a troglodyte chapel that dates back to the 11th century. And so I could feel this kind of magic all around me, and that's how I got interested in the texts, which were then the building blocks for the record. So is it fair to say that this was almost kind of like a happy accident in a way? It was supposed to start off one way and ended up in a completely different way? Donc, est-ce qu'il serait juste de parler d'accident heureux, de quelque chose qui était censé prendre une trajectoire et qui a fini par en prendre une complètement différente? Ça n'est pas un accident, mais ça s'est imposé. Je pourrais plutôt dire que plutôt qu'un accident, c'est quelque chose qui m'a conduit ici, mais peut-être que j'avais mal compris les panneaux qu'on me donnait pour prendre cette direction dès le départ. So I agree that it did change trajectory, but to me, it really wasn't an accident at all. It's something that was imposed upon me that I felt I had to do, and maybe it was my mistake. Maybe I hadn't seen that the signs were actually leading me in that direction all along. Is there, with your songwriting process, is there a lot of research involved? Is there a lot of literature that you're reading or art that you're consuming before you start putting pen to paper and songwriting in a way? Or when we listen to this material, it's more or less like you're a narrator, it's almost like your own interpretation or your own reaction to the stories that we're feeling. J'aimerais savoir dans quelle mesure il y a de la recherche dans ton processus d'écriture. Est-ce que tu te nourris beaucoup de littérature ou d'art visuel avant d'écrire? Ou est-ce que c'est plutôt tu t'imprègnes des choses et tu deviens le narrateur et tu te réappropries ces éléments? C'est un petit mélange de ces deux choses. Je ne pars jamais d'un texte purement romancé ou fantasmé. Je prends toutes mes sources dans le Codex Regius, qui est un vieux livre écrit, la dernière qui a été écrit à la fin du XIIIe siècle. Je prends toutes mes sources ici, parce que tous les contes y sont déjà. À partir de là, je choisis les passages et je les agence d'une certaine manière pour avoir un récit un peu particulier, où les petits sortilèges, où la magie est prédominante et où rien n'est jamais guerrier et où il y a de l'espoir dans tous les textes. Voilà, c'est plutôt ça, mais je n'invente pas de texte. Bon, il y a 2 textes sur l'album qui sont du 19e siècle, mais tout le reste vient du Codex Regius, comme depuis le début de SKÁLD. It's actually a mix of those two approaches you described. Nothing's ever made up from scratch. Nothing's 100% fantasized. My main source of inspiration for all 3 records is the Codex Regius, which is a book of mythology that was written at the end of the 13th century. And everything I use, all my material, it's all in there. But what I do is I do kind of chop and change and weave between different passages and extracts to create something that focuses on magic, that focuses on spells, as opposed to something maybe more warlike, because what I want to do is convey this message of hope. It's true that on this record there are 2 texts that date back to the 19th century, but there's absolutely nothing that I invented personally. Mm-hmm. But all art is open to interpretation. There's a lot of people who will be very much informed by Vikings thanks to this music. But if somebody has their own, if your music resonates with somebody in a very different way, or somebody has their own interpretation or emotion behind it, can that add another layer of context to the album that maybe wasn't there previously? Alors, tout le monde interprète la musique différemment et évidemment, certains de vos auditeurs vont se référer à la mythologie nordique ou aux Vikings, mais quelqu'un d'autre peut peut-être écouter ça et l'interpréter d'une façon absolument différente. Est-ce que vous pensez que ça rajoute un niveau encore supplémentaire à ce que vous faites? Non seulement ça ajoute, mais si ça fonctionne comme ça, j'en suis heureux parce que c'est ce que je souhaitais. Le terme Hulderfolk, on le traduit majoritairement de cette manière en disant le peuple caché ou le peuple invisible. Mais le folklore islandais en a fait quelque chose d'un peu Disney, d'un peu Tolkieniesque, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais pour moi, le peuple caché, c'est vraiment
l'invisible qu'on nous apprend vraiment plus à regarder, à essayer de voir. C'est des choses qui nous touchent tous. C'est ce petit sentiment qu'on a dans une forêt seule, dans une allée d'arbres un peu particulière. Quand on arrive dans une clairière, on a l'impression qu'il y a une présence. On rentre dans certaines maisons, dans certains lieux. On sent des présences. Des fois, on n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe. On ne veut surtout pas y penser. D'autres fois, on a envie d'être dans une forme d'échange avec cette présence autour de nous. Ce monde invisible-là, il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui n'avons plus envie ou plus la curiosité de le regarder. Mais lui, il nous entoure depuis les premiers textes et même avant. C'est un mélange de nature et de sans doute quelque chose d'autre. So yes, I absolutely believe that it adds a layer. And in fact, if people manage to do this, I'm very happy, because that was actually one of my ambitions with the record. When it's called Hulderfolk, but there's a meaning to Hulderfolk that goes way beyond the scope of Norse mythology. Hulderfolk has two different meanings. One is a hidden people, and the other one is invisible people. And it's true that Hulderfolk is mostly known in Iceland, where it's kind of been reinvented for tourism, something a bit Disney-fied or Tolkien-ified in a sense. But the element of that I'm interested in is looking at stuff that's all around us, but that we don't actually see anymore, but that does affect us nonetheless. An example of that is when you're walking through the forest, walking through a tree-lined alley, sometimes you can feel something, some kind of mysterious pull, or if you get to a clearing in the forest, that you can feel the same kind of thing. And sometimes that pull is kind of dark. You don't want to go there. And at other times, you feel safe and you want to exchange with these kind of forces. And it's true that today in the modern world, we've changed. Maybe we don't have the will to look at all this around us anymore, or we're not that curious about it anymore. But to me, it's something that's always been with us and always will be around us. Is it fair to say that observation and almost kind of just looking back at the world that we live in is just as much part of the songwriting process as the research we talked about earlier? Alors, est-ce qu'il est juste de dire que l'observation et de se retourner et d'observer le monde dans lequel on se trouve, ça a informé votre processus d'écriture autant que les contes en eux-mêmes? Oui, c'est juste de dire ça. J'essaie d'être le plus à l'écoute des petits signes, des petits symboles, de ce qui se passe, de ce que me raconte l'environnement où je suis. C'est pour ça qu'enregistrer dans ce studio sous terre est un plus aussi. À la fois, il m'isole, cette situation m'isole du monde extérieur actuel, dans lequel je ne me sens pas très bien. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est plus simple d'entendre des choses qui pourraient avoir envie de me parler à l'oreille. Je me laisse guider beaucoup par ces signes. So yes, absolutely. I think your description was very apt. When I'm working, I also try to listen to those little signs or symbols that are all around us in our environment. And I think that another important factor is the studio I'm working in, which is actually underground. And this means that in a way I'm isolated from the world at large, which is a world I'm not always very comfortable in, but also it's easier for me to hear these whispers, these small elements of information that inform what I do. And I've always said that art in itself is its own language and its own form of spirituality as well. So when you're experiencing the spirituality of the mythology that you're addressing in your music and you're combining it with your art, because the Vikings and all these forms of mythologies, they didn't have studios or the technology or instrumentation that we have access now. Do you feel like it is almost a bridging between not just two time periods but two worlds together, or in the end, this music is you becoming at one with the mythology that we're discussing? Alors, moi, j'ai aussi une question sur la façon dont on vit son propre art. Et on peut dire que l'art est un langage à lui tout seul et une spiritualité aussi à lui tout seul. Donc, j'aimerais un peu que tu nous parles de ton expérience de ça.
parce que je crois que, et bon, évidemment, les peuples nordiques auxquels tu t'intéresses n'avaient pas accès à des studios de répétition, on ne sait pas du tout quelle musique ils font, mais est-ce que par votre démarche, vous construisez une espèce de pont entre cette époque et la nôtre, et que d'une certaine façon, vous vous fondez dans leur mythologie et le sens de leur mythologie? C'est complexe, mais il faut faire attention, parce que la mythologie qu'on attribue à la période viking, la période mythologique du Nord a été bien plus vaste, la période viking est plus courte, et à cette période, ce qu'on appelle les Vikings, les Normands, pouvaient changer très facilement de religion et presque de spiritualité. Ils se convertissaient assez facilement, d'ailleurs, ça a été très 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 vite. Il y a même une période où on pouvait choisir de se faire comme bijou dans le même moule un marteau de Thor, un Mjolnir ou une croix chrétienne. Ça cohabitait beaucoup plus que le cinéma ou les séries veulent nous le dire. Donc cette spiritualité, elle est, pour la période viking, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus liée aux entités de la terre, à la terre, la nature elle-même. Et puis, il n'y avait pas de notion d'idole, donc ils vivaient la notion de divinité. C'est un peu comme dans certains pays asiatiques, c'était à l'image de l'homme et avec eux. Ils ne voyaient pas des dieux inaccessibles, mais des personnages comme Thor, par exemple, qui pouvaient être un ami dans la maison, réellement. Donc c'est compliqué. Et il y a une chose là-dedans qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que l'homme est en direct avec sa spiritualité sans passer par un interlocuteur différent qui lui dirait exactement ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense que l'homme peut être en rapport direct avec sa spiritualité, quelle qu'elle soit. Voilà, pour ma part. J'ai ressenti très jeune une sorte de foi, un rapport direct à la Terre, à notre planète. Et c'est pour ça que très jeune, j'étais très triste, parce que je ne comprenais pas exactement ce qu'on nous demandait d'être, ce goudronnage, ces grandes villes où on me faisait vivre. J'étais très, très, très malheureux. J'ai mis longtemps à me retrouver à l'aise sur la Terre, et c'est passé par la musique. Et c'est passé par la musique traditionnelle et les instruments un peu rudes qui sonnent comme avant, ou même si c'est pas le cas, on a l'impression que ça sonne comme avant, que ça a une part de mémoire incroyable, que ça nous lie à notre lignée au sens le plus large. Donc en effet, ma spiritualité, elle doit beaucoup à la musique et à la musique traditionnelle. Alors, c'est une question. Sorry, it's a question that's quite complex, but I'll try and answer as best I can. I think one thing you have to be careful when you look at mythology from Northern Europe, because it doesn't just concern the Vikings. These are populations and cultures that are much vaster than just Viking civilization in itself. And what's interesting, though, if we look at the Vikings, is that they changed religions easily, or they would move from one type of spirituality to the next, and sometimes very quickly, or they could convert very quickly from one religion to another. Interestingly, for example, there are a piece of jewelry that you could carve into Thor's hammer or a Christian cross, according to your convictions, and this is completely in contradiction with what certain TV series would lead you to believe, for example. And I think in Norse spirituality, there's a real connection between what you are personally and the earth and nature as very down-to-earth entities. People didn't worship, they didn't bow before any idols. These were very human divinities on a human scale, which is kind of similar to what you find in certain Asian religions as well. And these deities accompanied people in the homes as they went about their daily basis. For example, Thor in the home was almost like a friend. There was a direct link between people and their gods. God wasn't a kind of being from above
there wasn't any mediator. No one was telling you what to do or how to behave. You had this direct automatic link with spirituality. And that's something personally that I see myself in, and I really recognize myself in that. And it's true that from a very young age, I've been a very spiritual person. My faith has been very important to me, even in an unconventional way. And I feel that my faith really does connect me to the ground we walk on, to the planet. And as a child, I was saddened by lots of elements of modern life I didn't understand, where we had to use tarmac roads, where we had to go and live in the city. And I think I found my solace personally in music and the sound of traditional instruments, which had a certain rawness, which maybe was evocative of what things were like before, and which created a kind of memory, a kind of lineage, a genealogy. So I think it is accurate also to say that I found a lot of my spirituality in music and the practice of music. Obviously, isolation and solitude is also clearly a fuel into your creativity as well. And could that also, though, the isolation make the creative process just as deteriorating as it could be fulfilling or enlightening? Et je pense aussi, si j'ai bien compris, l'isolation, la solitude est aussi un moteur de créativité pour toi. Mais est-ce que cette créativité, est-ce que cette solitude, pardon, est pas à double tranchant? Est-ce que ça peut aussi vous couper d'une certaine forme de créativité? Alors, ça pourrait, c'est le danger. Mais c'est aussi pour ça que SKÁLD est un collectif avec beaucoup de personnes qui arrivent, d'autres qui partent. Et selon les albums, ce ne sont pas tout à fait les mêmes chanteurs ou instrumentistes. Et du coup, j'ai besoin pour poser les bases d'un album d'être seul, parce que ça, c'est un réel besoin. Mais j'ai besoin de me confronter très, très vite à des voix, à des instruments, à des gens qui passent, qui viennent s'installer chez moi sur parfois des longues périodes. Et du coup, j'ai le meilleur côté, j'ai les deux bons côtés. Je peux créer seul et vraiment prendre le temps d'être sûr de ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, je peux me confronter à des gens, des fois qui vont dans mon sens, des fois qui vont me dire, tiens, on pourrait plutôt essayer ça, ou aller par là, ou ne pas être d'accord sur le fond d'un texte. Donc en fait, j'ai l'impression que les deux mondes existent. Et du coup, je ne suis pas coupé du monde. Par contre, quand je veux me couper, c'est très facile. So yeah, I absolutely agree that it's one of the dangers of what I do. But SKÁLD is actually a collective, and when we compose and when we record, there are lots of people who come and go. And it's been the case all through my career. All three LPs had different vocalists, different instrumentists on the records. When it comes to the basics of composition, the original idea, that's something that I need to do entirely by myself. But very quickly, once I've got the initial building blocks, I invite people to come to my studio, and sometimes people come, they stay with me for quite a long time. So in a way, it's the best of both worlds, because I start off with the creative process alone. Then I meet with people, and sometimes there's even conflict there, and I end up going in another direction, or they disagree on some of the texts that I've written. So it's a coexistence, and it's not, I don't work entirely cut off from the rest of the world, though when I need to cut myself off from the rest of the world, seeing where I live, it's actually very easy to do that. I've always said that spirituality does spread unevenly throughout all of us, and it resonates with people differently, and we all have different emotional reactions to the world around us and the mythology that we interpret. So if people have different ideas or resonate with the story that you're expressing in a different way, does that maybe help bring variety to the sound of SKÁLD, and maybe bring in some new experimental elements that maybe you haven't thought of before? Alors, je suis d'accord avec vous quand je suis d'accord avec toi, pardon, quand tu dis que la spiritualité, c'est quelque chose qui nous influence tous, et on a tous un rapport différent avec elle, et qu'elle résonne différemment à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'on a une interaction différente avec le monde et avec nos histoires, nos mythologies.
Et donc, cette résonance peut amener à des idées différentes. Est-ce que le fait de travailler avec beaucoup de personnes, avec un autre collectif, est-ce que ça vous amène pas aussi une variété d'idées, une nouvelle résonance quand il s'agit de composer, de faire de la musique et aussi de vous ouvrir peut-être vers des chants un peu plus expérimentaux? Euh, c'est un mélange. Euh, je, je, c'est très balisé. Quand les gens arrivent quand même, j'ai déjà balisé le terrain. Donc l'expérimentation, elle va être plus dans leur approche personnelle, dans ce qu'ils peuvent me proposer personnellement que dans la musique réelle de SKÁLD, car il y a quand même j'ai une vision par album et j'essaie de la tenir en l'enrichissant. Mais on part pas dans des expérimentations incroyables. Et pour ce qui est du mélange de la spiritualité, tous les gens qui viennent ici sont des amis ou des gens qui ont envie de travailler avec moi et qui sont assez proches de mon monde déjà à la base. À chaque fois que ça n'a pas été le cas, ça s'est terminé mal. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été jusqu'au bout des expériences. Donc, en fait, on est tous un peu dans... On est une grande famille avec les mêmes idées sur la musique. Donc, ça part pas dans toutes les directions. Ça peut pas non plus exploser complètement et être un chant expérimental. C'est impossible. Pas avec SKÁLD. So to me, it's a mix. It may be true to some extent, but when people turn up in my studio, everything's already been mapped out. I have a pretty clear idea of where I want to go. So sometimes we can have personal exchanges where there's a lot of experimentation. They have a lot to offer me personally, but as far as the LP and the music is concerned, I have a pretty clear idea of where I want to go with things. And we don't go into incredible experimentation. Things never end up being radically different from what my original idea was. All the people I work with, they're either friends or they're people who've heard about what I do, who've been interested in my music, and who've chosen to work with me because they identify with what I do to some extent. So we're a big family of people who have similar ideas and a similar approach when it comes to music. And it's interesting that every time I've tried to work with someone who wasn't part of that, things didn't really work out that well. So it's not really this explosion of experimentation. Things can't really go off in lots of strange directions. And the final question I wanted to ask you is, for a SKÁLD live performance, in a way, if we were to, because you have to play songs from all different portions of your catalog, from Hold the Folk to Vikings Chant to Viking Memories, maybe even some stuff off the Winter Songs EP. So when you are playing songs in a different when you're mixing your songs up in a different set list, and you're also playing in a live music venue, is the spirituality or the concept changed at all because of how you're going all around your discography and you're playing in an environment that is clearly different than what is being expressed through the mythology? Donc, dernière question, quand vous jouez sur scène, quand tout le groupe est sur scène, je suppose que vous jouez des chansons de vos 3 albums et aussi de 4 titres, de 6 titres que vous avez sortis. Donc, vous avez évidemment une setlist qui est un peu différente et c'est un concept, dans quelle mesure est-ce un concept différent quand vous adaptez ce que vous faites à un environnement en live? Parce qu'il y a la discographie, mais il y a aussi l'environnement physique qui est complètement différent de là où tu as créé tout ça. Donc, qu'est-ce qui change? Alors, en fait, rien ne change. Nous passons beaucoup de temps en répétition, en résidence, et on passe beaucoup de temps aussi parce que ce ne sont pas les mêmes personnes à chaque fois. Donc, c'est une revisite un peu différente à chaque fois. Sur le dernier album, il y a 13 participants principaux. Quand on est sur la route, il y a 5 participants. Donc, on est obligé d'adapter les choses. Mais le fond reste. Il y a toujours, dans cette couleur de SKÁLD, une voix très gutturale qui va haranguer et qui va être dans une énergie même plus forte que sur les albums, parce que la scène favorise ça. Et il y a toujours une voix féminine
avec même si la musique qu'on fait est une musique nordique, où on utilise depuis le début dans le SKÁLD des techniques de chant un peu mongoles, un peu sibériennes comme ça, vraiment du chant mongol. Et c'est pour ça que ce soit Justine Galmiche, Adeline Bellard ou en ce moment Lily Young, on a ce timbre très particulier de musique nordique, mais avec une manière de chanter un peu mongole chez les femmes, ce que les gens dans le monde connaissent un peu moins que le chant mongol masculin. Et puis, on va beaucoup plus loin dans la puissance des percussions. C'est un peu une marque de fabrique de SKÁLD, mais en studio, on fait beaucoup de couches, on mélange des patterns et on s'amuse beaucoup avec ça. Sur scène, ça peut être beaucoup plus brut, beaucoup plus mordant. Et à 3 percussionnistes sur scène, on se fait vraiment plaisir. Et en termes d'énergie, c'est un peu plus poussé que sur les albums, un peu plus mordant. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des chansons beaucoup plus calmes au milieu des sets pour équilibrer le show. Et voilà. Mais on se retrouve, ça reste cette ambiance de famille quand même sur la route. C'est la même équipe, sauf qu'il manque quelques frères et sœurs qui restent à la maison. C'est plus... je trouve pas le terme exact, c'est plus punchy sur scène vraiment que ce que l'on fait en studio. Mais on compense le fait d'être moins nombreux par une énergie plus forte. Trying to work out where this starts. Long answer. Je peux reprendre, Claire. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. So yeah, there's what I have to say is we spend a long time in a residency in the studio, even before we go on the road, rehearsing. So there's not as much difference as there could seem at first glance, because we rehearse for a very long time, and each SKÁLD LP involves a different bunch of people, but we're revisiting similar themes. There were 13 main contributors to this album. The thing is, on the road, there are only 5 of us, so we have to adapt to that. Vocally, the way of adapting is to have one male vocalist who has a very guttural way of singing, who's maybe going to harangue the audience to some extent. And this voice is going to have more energy than on the studio recordings. And to counteract that, there's also a female vocalist who's going to use throat singing from Mongolia, from Siberia, as her main inspiration. We've had 3 different female vocalists. And I think it's important to promote this style of singing because the male equivalent is much more famous than the female version. And we also have percussionists who add a lot more power to the live version. In the studio, we can layer things. We work a lot with different tracks. On stage, things have to be a lot rawer, more incisive. And we work with 3 people sometimes on percussion, so the intensity is ramped up to the max compared to the record. To counteract that, we do have to include a few calmer moments mid-set just for overall balance. But there's the same family atmosphere whether I'm recording the record at home or whether I'm taking it on the road. The only difference is there are a few siblings that we left at home because we couldn't take everybody with us. So I think the main difference is that things are hard-hitting. There's a punchier atmosphere on stage, and maybe that's our way of compensating for the fact that we can't have everyone on there. Well, I want to thank you so much for your time and for such an amazing conversation. Merci. Donc, merci beaucoup. La conversation était assez hallucinante, donc merci. Bye, Alex. Merci, Claire. Everybody, we are here with SKÁLD. Be sure to check out their brand new album, Hold the Folk, coming out very soon. This is Alex from Heavy New York.